Nous sommes engagés publics. Ben oui, hein, je pense que vous nous avez entendu en début de live comme ça. Tant mieux, c'est correct. Ça prouve que ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne, tout le monde? C'est bon? Bonjour. Tu nous vois. Donc, ouais, c'est ça. Cette semaine, je suis avec Benoît Tardy. Salut Benoît, comment vas-tu? Salut Denis, ça va très bien. Et nous sommes aussi en compagnie de Marie-Christine Lamontagne. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Denis, bonjour Benoît, ça va bien? Super bien. Donc, c'est ça. Merci d'être avec nous pour notre live. Hein. Vous connaissez les règles pour participer à un live des engagés publics. Il suffit de poser vos questions. On est sur Twitch, on est sur YouTube, on est sur Facebook, sur notre groupe, sur notre page. Donc, choisissez votre plateforme. On est sur TikTok aussi. Choisissez votre plateforme, joignez-vous à nous, on va discuter comme ça pendant une heure ce soir, un petit épisode tranquille. Toutes sortes de nouveautés. Premièrement, je voudrais remercier notre commanditaire Cocorico. Donc Cocorico, hein, c'est la plateforme novatrice pour vos consultations publiques. Donc Cocorico est là. Et nous, on est bien fiers, c'est notre commanditaire aux engagés publics. Donc, voilà pour ce qui est des commandites. Sinon, cette semaine, on a du nouveau. Je sais pas, peut-être certains d'entre vous l'avez vu passer, entre autres sur mon groupe. Là, je n'ai pas fait l'annonce. Pas sur mon groupe, mais je veux dire sur mon profil personnel. J'ai pas fait l'annonce via les outils de les différentes plateformes des engagés publics parce qu'en ce moment, malheureusement, notre nouveau diffuseur a des problèmes de diffusion. On est plusieurs balados qui sont pas en ce moment diffusés sur Cube. Donc, oui, c'est ça. Je vous annonce que les engagés publics sont aussi maintenant disponibles sur Cube. Donc, on a une entente de diffusion avec Cube. On est bien, bien fiers. D'ailleurs, Jans de Cube qui se joignait à nous, c'est quoi les engagés publics? Hein, vous voulez en savoir plus? C'est un groupe d'anciens de la politique, surtout sur la scène nationale, mais sur différentes scènes. En fait, on a des engagés publics qui sont même partis maintenant parce qu'ils s'impliquent sur différentes scènes, entre autres la scène municipale. Donc, c'est des anciens ou même des militants actifs. Hein. Nous, aux engagés publics, on valorise l'engagement en politique. Donc, on aime voir toutes les différentes visions, les différents partis, mais principalement, on doit quand même admettre qu'on est une gang de progressistes. Donc, c'est le progressisme qui nous unit. Sinon, tous les partis sont les bienvenus. On aime tous les points de vue. D'ailleurs, tu sais, moi, je suis un ancien j'ai eu la chance de militer au Parti québécois. Donc, c'est là que j'ai appris beaucoup. J'ai fait différentes campagnes. J'ai même milité sur la scène fédérale avec le Bloc dans le passé, mais ça fait quand même un bon bout de temps. Maintenant, toutes mes implications sont terminées. Sinon, Benoît, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Pourquoi toi, tu fais partie des engagés publics? Parce qu'il faut savoir que c'est une condition pour participer avec nous aux engagés publics. Il faut avoir un passé en politique ou sinon d'être actif en politique. Puis Benoît, dans ton cas, c'est qu'est-ce c'est quoi ton petit CV politique? Mon petit CV politique, c'est que j'ai été membre d'un exécutif, l'exécutif de Charlebourg, pour ne pas le nommer. Après ça, je suis devenu le président. Ça m'a amené à devenir président régional du PQ, pour le PQ, tout ça. Et puis, à un certain moment, je voyais plus ce que je pouvais amener au PQ, fait que j'ai abandonné ça. Puis, entre-temps, il y a eu une élection au fédéral, puis la députée du Bloc qui me représente s'est retrouvée avec un exécutif difficile. Donc, difficile plutôt parce qu'il n'y en avait pas. Donc, on s'est dit, on pourrait se faire un exécutif. Puis là, depuis ce temps-là, je suis président du Bloc québécois de Beauport-Limoilou. De ton côté, merci beaucoup, Ben. De ton côté, Marie-Christine, ton petit CV politique là, pour les habitués des engagés publics te connaissent. Mais sinon, pour les nouveaux auditeurs qui se joignent à nous via Cube, parle-nous un peu de ton background politique. Toi, tu as eu ta face sur des poteaux. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai commencé mon implication politique en 2016 dans le contexte de la fusion QS-OM. J'ai pris ma carte de membre, j'ai milité pour la fusion. Après ça, je suis devenue une super militante. En 2018, j'ai été candidate pour Québec solidaire dans Montmorency contre Jean-François Simard. J'ai ensuite travaillé à l'Assemblée nationale au bureau du leader parlementaire AQS. Je travaillais là à peu près 2 ans. Après ça, je suis partie.
il y a eu la pandémie. J'étais allée au Bloc québécois. J'ai été candidate aussi au Bloc québécois dans Charlebourg-Saint-Charles contre le conservateur Pierre Paulus. Et en ce moment, je suis employée là, pour le député de Trois-Rivières, René Villemur, un éthicien. Donc, je travaille à Ottawa. Je suis présentement à Gatineau, donc c'est pour ça que je suis en ligne. Mais je viens sinon de la ville de Québec. Donc, c'est ça, les grandes lignes de mon parcours. Je suis une passionnée de politique, indépendantiste, progressiste, environnementaliste. C'est ce qui me définit. Voilà. Ben, merci beaucoup, Marie-Christine. Donc, sinon, les engagés publics, c'est des discussions comme ça, des tours de table, des mêlées, on parle, on s'assoit une fois par mois, peut-être des fois plus. On fait on parle de politique. Ce soir, on va adresser différents sujets. Donc, c'est relié à l'actualité politique du moment. Et je lis les commentaires, commence à rentrer sur les auditeurs sur Facebook. On a Jean-Samuel Plante qui dit « Je suis encore tout seul sur Facebook. » Il dit en présumant que tous les autres auditeurs sont sur les autres plateformes. Je pense pas que tu vas être le seul, Jean-Samuel. Ne désespère pas. Mais c'est ça. Donc, c'est des mêlées comme ça, des tours de table où on échange comme ça sur l'actualité politique. Sinon, on a les entrevues. Hein. D'ailleurs, vous pouvez aller voir notre plus récente entrevue avec Guillaume Clich-Rivard. Mais sinon, on en a une panoplie, vous allez voir, c'est très, très riche. Là. Ça fait quand même 4 à 5 ans que ça existe, les engagés publics. Je peux même pousser l'audace jusqu'à mentionner que le fameux Jean-Samuel Plante qui nous écrit actuellement sur Facebook est un des pères fondateurs de la marque Les Engagés publics et du balado Les Engagés publics. Donc, on le salue cordialement. Hein? Tu parles d'un beau langage, toi. On dirait qu'on est dans la soirée du hockey. Donc, un homme de commerce agréable, ce Jean-Samuel. Donc, voilà. Donc, cette semaine, je disais discussion autour de l'actualité politique. On va parler de l'appui qu'a reçu François Legault lors du dernier congrès ou Conseil national, hein, je pense qu'on dit, de la Coalition Avenir Québec. On va parler d'éthique. Il y a des petits problèmes d'éthique qui semblent ressurgir. On va parler des derniers succès de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui devient la nouvelle cible de François Legault. Je pense que c'est un signe on peut dire que c'est un signe justement c'est la rançon de la gloire dans un contexte comme celui-là. Ensuite, on va parler du départ de Manon Massé. On va parler des eaux toxiques à Kanesatake et on va peut-être aussi aller faire un tour du côté de la Chambre des communes, étant donné qu'on a des gens de la scène fédérale ici, pour parler de la nouvelle loi sur les langues officielles, là, la loi C13 qui a été adoptée dernièrement. Donc, allons-y avec notre premier sujet. On parle du soutien massif, hein? C'est ce que les médias nous disent, un soutien massif à François Legault qui, malgré l'abandon des promesses, de sa principale promesse électorale, celle de construire un 3e lien autoroutier entre la Rive-Sud de Québec et la Rive-Nord, réussit quand même à avoir un appui record au sein de son parti. Donc, malgré qu'il y a eu des baisses dernièrement dans les sondages. On a vu qu'il y avait une remontée d'ailleurs du Parti québécois. Ça va nous amener vers notre autre sujet tantôt. Mais sinon, Legault surprend aussi, a surpris un peu dans le cadre de ce Conseil national-là, en voyant qu'il y avait un peu, qui s'était présenté avec une position un petit peu plus mesurée sur l'immigration qu'on est habitué de le voir ou de l'entendre habituellement. Je vais commencer avec toi, Benoît. Puis vous allez le voir, c'est ça notre concept. On met un sujet sur la table. Après ça, on passe la parole à chacun de nos intervenants. Benoît, qu'est-ce que ça t'inspire, cet aspect-là? Le score, l'appui à 98,61% que François Legault a reçu de son parti. Ça me dit que les caquistes sont presque aussi disciplinés que les libéraux. Hein? Parce que il n'y a personne qui avait envie d'un score à 82%, puis là que tout le monde dise « Ah ouais, M. Legault, allez-vous démissionner? » Tu sais, ce qui me dérange un peu là-dedans, c'est que c'est rendu un truc de relations publiques, là, les votes de confiance. Il n'y a personne qui se sent vraiment à l'aise d'être contre, à moins que ça aille vraiment mal. Là, évidemment, là, on peut repenser au Bloc, par exemple, où il y a eu des chefs dernièrement qui ont eu des taux des votes de confiance à 38%, je pense, ou quelque chose comme ça. Ouais, là, c'est parce que ça allait pas bien. Mais dans la mesure où ça va pas trop mal, les gens se rallient, puis ils votent, puis ça vient de s'éteindre. Donc, tu sais,
c'est un peu bizarre. Si c'était des vrais votes de confiance puis que les gens ne se sentaient pas obligés de s'en aller à 80%, là, ben, peut-être qu'on pourrait faire avancer ça. Mais là, ça, moi, je trouve que c'est plus la relation publique que n'importe quoi d'autre. Je lisais certains commentaires sur les médias sociaux cette semaine, puis je constatais qu'il y a quand même une confusion dans la population sur ce type d'appui-là. Hein. Les gens ne semblent pas tous comprendre, de par leur littératie politique, on pourrait dire, ne semblent pas tous comprendre là, que c'est pas un appui du public. Là. C'est un appui des partisans du parti. J'ai l'impression que dans un contexte comme celui-là, où on joue un peu sur la confusion, ben, c'est important quand même de sortir avec des scores, des gros scores comme celui-là, parce qu'on veut démontrer qu'on est fort, qu'on est bien en selle. Marie-Christine, de ton côté, ça t'inspire quoi? Ben, moi, je suis d'accord avec Benoît là-dessus. C'est un peu dans l'air du temps en ce moment. Hein. PSPP avait eu un score quand même proche de François Legault à 98,51 OK, c'est ça. versus 98,61 pour Legault. Une chance que Legault a battu PSPP, sinon c'est sûr que ça aurait été spiné le premier ministre moins populaire que le chef du PQ. Au sein de son parti. Au sein de ses membres, même pas des membres, c'est des délégués au Conseil national. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, je sais pas si vous avez vu la chronique d'Antoine Robitaille là-dessus. Non, vas-y, raconte. Justement, les partis politiques, c'est pas des clubs de supporters. Puis j'étais vraiment d'accord avec son analyse parce que tu sais, la démocratie, là, ça implique quand même le droit à la dissidence. Puis je trouve que on a un peu perdu ça de vue, dans le sens que on aime ça quand c'est assez consensuel. Puis dès qu'il y a du monde qui ne sont pas d'accord, on a l'impression que c'est de la chicane, que c'est négatif. Mais c'est assez positif. Dans le fond, la démocratie a besoin d'une certaine vigueur, d'une confrontation d'idées. Quand tu embarques dans un parti politique, c'est pas parce que tu es 100% d'accord avec le parti politique, c'est juste que tu dis... Dans le contexte, c'est le meilleur véhicule pour me rendre là où je veux aller. Ouais. Puis pour le reste, ben, je vais m'impliquer dans la vie politique, dans la vie démocratique et je vais essayer de le faire aller là où je veux qu'il soit. Alors, on a un peu perdu ça en ce moment, puis je trouve ça dommage, en fait, parce que ça enlève un peu... Pas juste en politique, là. On vit dans une époque où il faut être 100% d'accord avec quelqu'un 100% du temps. Sinon, il faut être 100% en désaccord avec lui. On peut pas, il ne peut pas dire « Ah ouais, lui, OK, puis là, aujourd'hui, non, là, tu n'es pas dedans pantoute, tu ne l'as pas. » Il faut être inconditionnellement pour ou complètement contre. C'est dommage qu'on ait perdu cette capacité-là à pouvoir travailler dans la nuance. Puis c'est vrai, je veux dire, ce que Marie-Christine disait quand j'étais au PQ, c'était quelque chose qui était pratiquement à tout coup la une où ça faisait l'objet d'un article, à savoir chicane au PQ. Puis là, c'était on était tagué comme partie de la chicane. En réalité, c'est simplement que le débat est simple. Puis là, est-ce qu'on devrait se féliciter soudainement? Tout le monde est d'accord? Et effectivement, non. Moi, je vais dans le même sens que Marie-Christine là-dessus. Tu sais, comme on dit, là, une horloge cassée donne l'heure juste deux fois par jour. Fait que, on peut dire, je suis vraiment pas d'accord avec cette personne-là, j'aime pas comment elle pense, mais des fois, elle a raison. T'sais. J'adore cette expression-là. Moi aussi. C'est vrai, sans avoir raison, là, des fois, il y a des gens, même avec qui je suis en désaccord, quant à l'analyse qu'ils font d'un problème, ben, des fois, ils soulèvent des problèmes qui mériteraient d'être abordés. Hey, je voudrais faire un petit salut à Timothée Langlois sur YouTube qui nous dit « Trop content de vous suivre en direct. J'adore ce que vous faites. » Merci beaucoup, Timothée. C'est très, très, très apprécié, ce genre de commentaires-là. Ça nous encourage à poursuivre encore et encore et encore, peut-être aux dames de plusieurs autres. Mais non, pour vrai, on a vraiment des beaux commentaires. On est sur une belle lancée. Puis les lives, ça amène une dimension qui rend la chose encore plus excitante pour nous. Donc, on va passer à notre prochain sujet. On va parler d'éthique. Puis là, ben, c'est touché parler de ça parce qu'on avait l'impression qu'on était quand même un peu loin de tout ça. Hein. On se souvient de la CAQ qui s'était présentée et qui s'était fait élire sur la promesse d'être irréprochable sur ces aspects-là, les aspects éthiques. Mais là, cette semaine, on entend parler de nomination controversée. Le ministre des Finances, Éric Girard, et le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, ont tous deux fait la manchette pour avoir nommé des amis proches des postes, des postes importants. Donc,
comment on doit, encore une fois, aborder cet aspect-là. Tantôt, tu as fait une blague, Benoît, qui je pense est quand même révélatrice. Là. Tu nous disais, tu nous parlais de la rigueur libérale. Veux pas, on fait des ponts. On fait des ponts avec une certaine époque libérale. Marie-Christine, je vais quand même t'envoyer la POC sur ce sujet-là. Toi, qu'est-ce que ça t'a inspiré, cette actualité-là, cette semaine? Bien, c'est sûr que c'est très décevant. On dirait qu'on est un peu rendu dans un contexte où les manquements à l'éthique, c'est un peu banalisé. Là. Ça arrive souvent. Parce que, là, on parle des manquements à l'éthique de la CAQ, mais au niveau fédéral, on pourrait parler des manquements à l'éthique du gouvernement Trudeau qui s'accumulent. Il y a eu Louis Charity, il y a eu SNC Lavalin. Ouais. Là, en ce moment, il y a la gérance chinoise. Il y a la Fondation Trudeau aussi qui est dans la tourmente. Il y a eu les voyages de Justin Trudeau en Jamaïque. Il y a eu la GACAN. Name it, là, il y en a plein, puis ça s'accumule, puis on dirait que ça dérange rien. Il y a eu la ministre Marie Inc. aussi, qui avait nommé une de ses amies pour un contrat de relations publiques. Elle a eu un blanc, mais après ça, elle s'est excusée, mais ça fait rien après. Il n'y a comme pas de reddition de compte. Fait que moi, on dirait que je vois comme un volet systémique au manquement à l'éthique, puis ça mène à rien. C'est comme pas puni. Ça vient la question de, il y a peut-être un problème là. Puis moi, ce que je trouve, c'est qu'on devrait peut-être plus parler de, c'est quoi, dans le fond, un comportement éthique? Parce que les seules fois qu'on parle de l'éthique, c'est quand il y a eu un manquement à l'éthique. Ouais. Mais à la source, là, comment on s'attend à ce que nos élus agissent? On devrait peut-être essayer d'en parler de manière positive. Je ne sais pas, ça ne changerait pas tout, mais peut-être au moins que ça amènerait une culture un peu plus vers l'idéal à atteindre plutôt que c'est tout des pas bons, puis là, ça entraîne le cynisme. Exactement, c'est que ça renforce le cynisme, hein, qui est déjà très, très présent. Puis, tu sais, pratiquement tous nos sujets vont nous amener à aller vers cet aspect-là. Puis c'est drôle parce que tantôt, je parlais de c'est quoi les engagés publics. Puis principalement, une mission qu'on s'est donnée, parce qu'on aime la politique, c'est d'essayer de combattre ce cynisme-là. Mais on dirait qu'au quotidien, comme ça, il y a des petits gestes, puis de l'actualité qui rattrape l'univers constamment, puis cet univers-là, puis qui fait que, justement, c'est difficile de dire, de dire j'ai envie de m'impliquer en politique, puis que ça soit pour changer les choses, parce que quand on regarde des fois que la façon que ça semble fonctionner, c'est un peu décourageant. Marie-Christine, je déroge un peu de la ligne éditoriale pour te demander de vérifier si ton ordinateur est branché, parce que je vois ici dans mes systèmes que ta batterie est en train d'être rendue très basse. Donc, si tu peux regarder ça pendant que Benoît va nous parler, lui, d'éthique à la Coalition Avenir Québec. Bien, j'ai pas grand-chose à ajouter sur ce que Marie-Christine a dit, mais moi, je me rappelle aux dernières élections, il y avait plein de monde qui disait « Ah, la CAQ, les libéraux, c'est pareil, puis patati, puis patata ». Moi, j'aimais pas beaucoup cet argumentaire-là, mais je suis obligé d'avouer que les dernières semaines sont en train de peut-être me faire changer un peu d'idée, ou en tout cas, pas faire changer d'idée ceux qui disaient que la CAQ puis les libéraux, c'est pareil, là. D'ailleurs, ça me fait penser, on a l'impression qu'on vit de plus en plus cette espèce de combat-là ou de duel-là qui est comme un peu, qui va être un peu inévitable à la Coalition Avenir Québec, à savoir qui va prendre le contrôle de ce parti-là avec le temps. Est-ce que ça va être les libéraux à l'interne ou est-ce que ça sera les péquistes qui sont là? On dirait que quand on voit ce genre d'actualité-là, on a l'impression qu'on commence déjà à avoir un peu la mentalité dominante. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Christine, est-ce que tu as pu entendre la suite de notre discussion? Parce que je sais que tu travaillais sur ton fil de batterie. Oui, j'ai entendu des bribes, mais là, parlez-vous de PSPP? Non, pas tout à fait. Benoît, je vais te laisser aller à ce moment-là là-dessus. C'est ça. Moi, je pense que j'irais même jusqu'à dire que l'abandon du troisième lien, là, ça vient d'une guerre entre pas une guerre, en tout cas, une espèce d'affrontement entre les libéraux et les péquistes à l'intérieur de la CAQ. Puis là, les libéraux, ils ont dit aux péquistes, si vous pensez que c'est vous autres qui allez prendre le contrôle de ce parti-là quand François Legault va s'en aller, vous êtes mêlés en tabarnak. Fait que votre projet, le projet qui était porté par, on va dire, le péquiste, là, parce que moi, je ne le connais pas beaucoup, Bernard Drainville, mais je serais assez surpris qu'il soit allé à la CAQ pour pas devenir chef. C'est pas mal dans son genre, ça, vouloir devenir chef. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que là, il y a des libéraux qui ont dit « Hey, on va le brûler, lui. On va brûler lui, puis toute sa gang, on va y brûler, parce qu'il est à nous autres, ce parti-là. Quand Legault va s'en aller, là, il est à nous autres. »
Écoute, on va... Oui, ben vas-y, Marie-Christine, tu voulais... Ouais. Mais tu sais, le troisième lien, là, c'est sûr, là, OK, c'est plate. La CAQ a fait un peu campagne là-dessus, puis après ça, ils ont reculé. Puis probablement qu'ils savaient avant les élections qu'ils allaient reculer là-dessus. Mais d'un sens, il y a une chose qui n'a pas assez été dit. À partir du moment que tu sais que c'est un mauvais projet puis que tu fonces dans un mur, j'aime quand même mieux qu'un gouvernement recule, qu'il continue de foncer puis persiste à foncer, juste parce qu'il a pris l'engagement qu'il allait foncer. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que finalement, c'est quand même cette espèce de recul-là, c'est ça qui est sain au final. Oui, t'sais, mais tout le monde le savait au départ que ce projet-là se ferait jamais. Là. Je ne sais pas si qui croyait à ça pour vrai, là, mais ben, c'est ça. Non, donc, là. c'est quoi c'est ça, hein, c'est vraiment comique. Dépendamment d'où vient la contestation ou les reproches, ben on dirait que la motivation, elle est différente. Si par exemple, toi, tu dis, Benoît, que ben, tu n'y as jamais cru, tu n'as jamais pensé que ça allait se faire. Donc, ce qu'on dénonce à ce moment-là, c'est la bullshit, hein, bullshit électorale. Les gens certaines personnes ont des bullshitomètres plutôt développés. Sinon, si tu étais plutôt un enthousiaste conservateur, mettons, de la Rive-Sud, puis que tu croyais beaucoup à cette initiative-là pour aider l'économie locale, ben là, tu t'es en maudit, toi, parce que tu t'es fait mentir d'une autre façon. De tous les côtés. Puis là, après ça, ben il y a toute la gang qui sont en réalité les écologistes, par exemple, qu'eux autres regardent ça et ils disent ben bravo. Ils devraient dire bravo, mais peuvent pas vraiment le faire parce que politiquement, tu peux pas féliciter l'adversaire. Marie-Christine, tu le vois comment, toi, ça se fait-là? Comme tu as milité à QS, tu es peut-être plus proche de cette pensée-là, de cette mentalité-là. C'est quoi la position que devraient adopter les écologistes par rapport justement à ce recul-là? On dit bravo, puis on donne une tape dans le dos à la CAQ ou on se trouve un angle d'attaque relié à ça? Bien, déjà, on dirait que je séparerais en deux. Parce qu'il y a les écologistes d'un bord, puis il y a les politiciens écologistes de l'autre. Dans le sens que... Non, mais on se fera pas de cachette, là. Il y a une joute politique. Tu veux faire mal paraître l'adversaire, même si tu es d'accord avec, tu veux dire il a bullshité, il a pas tenu sa promesse. C'est un peu l'angle que QS a pris, mais les libéraux ont pris la même angle, le PQ a pris le même angle. T'sais. Tout le monde a dénoncé la CAQ sur ce dossier-là. D'un sens, les écologistes, mettons d'un point de vue idéal, là, on s'entend, ils devraient dire ben bravo, vous êtes revenu à la raison, on est content. Sauf que la réalité politique n'est pas tout à fait là. On est plutôt dans le dire, ben, vous avez menti, vous n'avez pas de nouveaux paroles, qu'est-ce que ça vaut la parole d'un caquiste? Puis, c'est pas faux non plus, parce que... En fait, voilà, ça l'est l'anglais d'attaque. C'est ça. Ça l'est l'anglais d'attaque. Voilà. Fait que, mais d'un sens, est-ce qu'on peut en même temps saluer le recul et aussi dénoncer la bullshit? Tu sais, on peut marcher et manger de la gomme en même temps, des fois, là, je pense. Donc, finalement, c'est multi... Mais écoute... c'est multi-blanc. La vie est complexe quand même. Hein? Il y en a qui ont toujours été contre. Il y en a qui se disaient, moi, je suis sûr que ça se fera pas. Moi, je serais dans ce groupe-là. Puis, je pense que même ceux qui étaient beaucoup en faveur du projet, à un moment donné, quand la facture de ce projet-là allait arriver, là, il y en a qui ont dit, ben voyons, là, OK, là, non, on le fera pas, cette affaire-là. Donc, des gens purs et durs qui le voulaient absolument, là, ce tunnel-là, il ne devait pas en rester tant que ça, là. Est-ce que les Nordiques vont revenir à Québec? Hey, Denis. En plus, là, c'est quelle équipe là, que j'ai vue aujourd'hui? Le Coyote. Les Coyotes de Les Coyotes, il y a Snoop Dogg puis une Première Nation qui veulent s'allier pour acheter l'équipe. Ça, c'est un cas de c'est épique. Où ça? J'ai pas vu. Vous n'avez pas vu ça? Snoop Dogg, puis... oui, il veut acheter Ottawa, je pense, lui. Il veut acheter sénateur, Snoop Dogg. Ouais. Ça serait drôle. Ça vaudrait la peine d'y aller. Mais ça va bien, la Ligue nationale. Ça va finir comme une ligue de lutte. À Québec, c'est ça qu'on veut. Hein? On a une sorte de Vidéotron. Là, on est prêt. Manquant que la volonté écoute, c'est 1/10 du troisième lien. Là.
Allons-y avec la suite. Puis t'en parlais tantôt, tu te demandais si on était rendu là. C'est moi qui t'avais envoyé ça sur ta mission du fil pour charger ton ordi. On parlait là, comme un de nos sujets de Paul Saint-Pierre Plamondon, là, qui est la nouvelle cible de François Legault. Le premier ministre a récemment ciblé le chef du Parti québécois, hein, Paul Saint-Pierre Plamondon, parce qu'il y a une montée du PQ dans les sondages, puis il y a une petite baisse de la CAQ. Legault a changé de cible, semblerait probablement à cause de ça. Il dénonce le PQ et défend les accomplissements de la CAQ dans un contexte comme celui-là. Donc, et ça, malgré toutes les critiques dont on vient de faire état. Donc, le face-à-face entre ces deux partis-là ressuscite un vieux débat. Puis là, je veux dire, encore une fois, est-ce que on est en train de revenir à un vieux modèle politique où la CAQ représenterait les nouveaux libéraux et le PQ viendra représenter les souverainistes? Est-ce que la CAQ va réussir à garder son aura nationaliste dans un contexte comme celui-là? Écoute, là-dessus, je suis vraiment intéressé à vous entendre. Puis, tu sais, savez-vous quoi? J'ai le goût d'ajouter un sujet, un petit élément à cette thématique-là. Comment QS tire son épingle du jeu là-dedans? Parce que là, QS était dans les sondages aussi, avait une petite baisse. Donc là, c'est rendu quoi la distinction du S? Je pensais à Duhem. Je me suis dit, vraiment, je parle de Duhem aussi. Mais c'est quoi, justement l'élément distinctif et de quelle façon QS peut tirer son épingle du jeu si la polarisation change? On commence avec quoi, Benoît? OK. Benoît? Il y a plusieurs choses. Il y a plein d'affaires à déplier là-dedans. Là. Oui, moi, je vais y aller avec ce que je trouve intéressant pour le PQ là-dedans. Puis là, c'est un sondage. Il ne faut pas capoter non plus. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ça, c'est que le transfert du vote, surtout dans la région de Québec, là, si on prend, là, d'après le sondage léger, justement, là, le PQ est en avance dans la région de Québec. Ça, il faut se calmer tout le monde parce que ça doit faire 45 ans que c'est pas arrivé. Tu y crois pas? Ben, oui, là, peut-être que le monde n'a pas de bonne humeur, mais c'est pas ça mon point. Okay. Mon point, c'est intéressant que le transfert du vote il soit fait majoritairement vers le PQ puis pas vers le Parti conservateur du Québec, qui, eux, étaient contre ou seraient pour le troisième lien, puis trouveraient un moyen de passer un pont sur l'île d'Orléans, ou en tout cas, tu sais, là, ferait plaisir au monde de cette façon-là. Ça démontre que QS plafonne un peu, là. Tu sais, ils n'ont pas ramassé, là, de vote, eux autres, tant que ça, par rapport à... Ben, c'est sûr que de passer de la CAQ... de passer de la CAQ à QS, là, c'est peut-être un step de trop, là. mais que probablement que le parti qui a le plus de probabilité d'augmenter son score, c'est le PQ. Il part de loin, là. Fait que c'est lui qui a le plus de chances d'augmenter son score. Mais quand même, quand on regarde les projections, ce que ça pourrait donner comme nombre de députés, s'ils maintenaient, mettons, un score comme celui-là, ça devient quand même intéressant. Je pense qu'on parle de 8 à 10 députés, donc ça serait effectivement un gros gain. Donc, ça vient les replacer là, dans un peloton un peu plus... c'est le fun pour Paul, en tout cas. Un peu plus intéressant. Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon fait un sacré boulot. Marie-Christine, sur ce sujet-là? Bien, on est loin du gouvernement en attente, là, on s'entend, mais effectivement, pour un parti à trois élus, ils tirent leur épingle du jeu. Moi, je tiens à souligner la sortie d'aujourd'hui de Paul Saint-Pierre Plamondon qui disait... Aujourd'hui étant le 17 mai, continue. Oui, aujourd'hui, 17 mai, qui disait qu'il y avait une vision d'envergure là, pour la capitale nationale. Moi, personnellement, je trouve que tous les partis prennent pour acquis un peu Québec, la ville de Québec. Tu sais, mettons la CAQ qui est fort ici, bien, prend pour acquis qu'ils sont forts ici. Les autres partis qui ne sont pas nécessairement forts ici, bien, ils disent on va mettre nos efforts ailleurs. Moi, qui est une fière résidente de la ville de Québec, j'ai envie que ma ville soit prise au sérieux. Tu sais, c'est le cœur du pays du Québec. Fièvre de la francophonie. C'est ça, oui. Fait que j'ai envie que ça soit pris comme ça. Bonjour à Locolocas. Et voilà, c'est ça. De Québec. Mais effectivement, comme Benoît, je relativiserais parce que c'est dans 3 ans les élections. Très haut, très tôt. Est-ce que ça va rester? Moi, je connais encore beaucoup d'indépendantistes qui sont plutôt orphelins. Denis, tu posais la question comment QS va tirer son épingle du jeu. Bien, Québec solidaire a une réflexion à faire sur la question nationale. Est-ce qu'ils ont un projet à proposer? S'ils ont un projet, il faut qu'ils en parlent, il faut qu'ils fassent de la pédagogie là-dessus. En ce moment, on a l'impression que l'indépendance, c'est peut-être un hochet électoral, puis c'est peut-être quelque chose qui déplaît
Moi, ça serait mon analyse, du moins. Il faut sentir que c'est sincère parce que l'indépendance, c'est un projet qui est transversal là, dans tous les dossiers. Puis, je veux dire, si QS arrive au pouvoir, théoriquement, le programme, ce qu'il prévoit, c'est que la démarche d'accession à l'indépendance, elle est enclenchée. C'est l'Assemblée constituante. Bien ça, il faut faire de la pédagogie autour. Qu'est-ce que ça implique? Il faut préparer ça. À chaque fois qu'on dit ça, à chaque fois qu'on fait état de ce que tu viens de dire là aux engagés publics, il y a tout le temps quelqu'un dans les commentaires qui nous dit « Ouais, mais est-ce que QS n'a pas l'air de comprendre? C'est que c'est pas possible ce qu'ils disent. » Est-ce que moi, ça, je le démêle pas, je la comprends pas, cette réalité-là. Est-ce que l'un de vous le comprend? Pourquoi j'ai tout le temps ce commentaire-là? Vas-y, Marie-Christine. Ben, en fait, mettons, si je pense à une posture que Jean-François Lisée adoptait, puis là, je veux pas déformer ce qu'il disait, fait que je vais essayer d'y aller non, parce que lui, il ferait jamais ça, déformer les paroles d'un autre. Ben, en fait, c'est que une assemblée constituante, c'est une démarche citoyenne large pour écrire la Constitution du Québec. Et ce que les détracteurs de cette démarche-là prétendent, c'est que ça serait investi massivement par les fédéralistes et donc que ça serait saboté de l'interne. Mais en fait, cette posture-là, dans le fond, c'est un peu une posture qui se méfie de la démocratie. Ouais. Je dis pas qu'il n'y a rien qui est fondé, je dis juste que à un moment donné, à partir du moment qu'on décide qu'on croit en la démocratie, il ne faut pas avoir peur de ce que le peuple va décider. Puis là, vient la question, est-ce qu'on veut un mandat ouvert ou un mandat fermé? Ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut donner un mandat à l'Assemblée constituante? L'Assemblée constituante qui est une assemblée, un regroupement de citoyens qui aurait pour mandat de faire une tournée du Québec et de recueillir un peu ce que le peuple du Québec veut pour sa constitution interne. Mais est-ce qu'on veut leur donner un mandat ou les laisser eux-mêmes déterminer leur mandat? Si on leur donne un mandat, on leur dit, par exemple, rédiger la constitution d'un Québec pays. Si on laisse ça ouvert, ils pourraient rédiger la constitution d'un Québec province. Puis après ça, ça serait soumis au vote. Fait que c'est sûr que les détracteurs vont dire, c'est d'ajouter des étapes, c'est compliquer la vie avant d'arriver au référendum qui est déjà difficile. Mais les supporters de l'Assemblée constituante vont dire, mais non, au contraire, c'est un moment de mobilisation fort où la promotion du Québec serait mise de l'avant, où tout le monde pourrait dire, bien là, oubliez 2 minutes tout le reste. Qu'est-ce que vous voulez là, pour l'avenir du Québec? Tout est à table. On peut parler du modèle politique. On peut parler de l'organisation des pouvoirs. C'est un moment démocratique fort dans l'histoire d'une nation. C'est ça qui est intéressant. Si vous voulez mon avis, bien ça doit s'inscrire dans un contexte de réflexion plus large sur l'état de notre démocratie en ce moment. Je l'ai déjà dit ici aux engagés publics et je le dis à chaque occasion que j'ai. On est dans un contexte de crise de la démocratie. Il y a des grosses questions qu'il va falloir se poser. Ça veut dire quoi vivre la démocratie à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère des réseaux sociaux? Il y a des grosses questions à se poser. Puis je pense que ça, c'est une opportunité, mais il faut que ça soit bien fait. Même pas sûr qu'on aille entamer comme du monde la réflexion par rapport aux médias sociaux. Fait qu'imagine l'intelligence artificielle. Encore une fois, on va se retrouver dirigé par les plus influents de l'industrie. On va encore être face à la problématique alors que toute la pâte va être sortie du tube. Donc, ça, c'est une problématique. Mais tu sais, ça va tellement vite. C'est difficile comme collectivité de suivre dans ce contexte-là, ou même que les représentants de la collectivité puissent suivre dans cette optique-là. Surtout quand on est majoritairement représenté par des gens d'une autre génération. Bien là, ça... Puis je parle pas nécessairement dans le groupe d'âge. Oui, évidemment, ça vient avec, mais même dans leur schème de pensée, sont encore en train de penser les défis de notre société en fonction d'une vision des années 70 ou 80 dans certains cas. Fait que, tu sais, on est... non, j'aime beaucoup ta mention à l'intelligence artificielle, genre de voir l'impact que ça l'aura eu et surtout notre retard à s'y mettre en termes de réflexion. Tu vois, ça, c'est un élément de la crise de la démocratie, là, juste rapidement. Ouais. On n'est pas capable de suivre le rythme de l'évolution de notre société. Ça va être notre thématique, la crise de la démocratie. Ah, tu sais, ça pourrait être le titre, d'ailleurs, de l'épisode d'aujourd'hui. La crise démocratique. Merci, Marie-Christine. Benoît, voulais-tu ajouter un truc là-dessus? Tu fâché contre ChatGPT? Non. Fâché? Ben non. Fâché noir. C'est super le fun, ChatGPT. Hey, parlant de ChatGPT, j'ai encore une anecdote. 1er avril, je ne sais pas qui a sorti ça, mais j'ai juste vu ça passer. Il y a un gars qui a sorti KebGPT. OK? C'est le même principe que ChatGPT. Ah non, tu me fais penser à quoi d'ailleurs? Oui. Peut-être qu'on pourra le mettre en commentaire, je ne sais pas, mais dans le fond, écrivez KebGPT.
puis vous allez trouver ça. C'est comme une intelligence artificielle de langage, comme ChatGPT, mais version québécoise. Tu sais, c'est un peu... C'est pas aussi poussé que ChatGPT, là, fait que tu peux pas faire le même genre de recherche. Mais c'est très drôle parce qu'à chaque réponse, ça va te parler de l'importance de la langue française. Ça va te dire « Hey, mon chum, écoute bien, c'est important de défendre la belle langue française. » Ça va parler du but d'Alain Côté qui était bon. Beaucoup des références. Moi, je l'aurais appelé Jérémy Lepage, GPT. Hey, en parlant de Jérémy Lepage, j'ai trouvé un remède à la dépression. À la maison, je suis très sérieux. Si vous êtes dépressif, vous savez pas comment vous en sortir, abandonnez vos médicaments. Allez suivre le compte de Jérémy Lepage, qui est un participant, qui est un de nos collaborateurs aux engagés publics. Comme ça, vous allez pouvoir le voir en train d'apprendre la danse en ligne à des Indonésiens. Donc, moi, juste cette story-là a guéri ma dépression latente. Donc, je vous encourage à faire la même chose. Donc, oui, merci pour CapGPT. On va aller regarder ça, Marie-Christine, c'est absolument... C'est à ne pas manquer. C'est probablement ce qui va sauver le Québec. On parlait de QS tantôt, puis QS, pas si souvent que ça dans l'actualité. Je sais, je suis tannant avec ça, j'en parle souvent, mais j'ai l'impression qu'ils ont pu dans le bon vieux temps de Catherine Dorion, où il était en première page, mur à mur, constamment. Là, on n'entend plus bien parler d'eux. Cette semaine, ce qui attirait l'attention du côté de j'ai l'impression que le chef a de la misère à tirer son épingle du jeu actuellement. Tout le monde n'arrête pas de me dire Gabriel Nadeau-Dubois est très bon. Moi, je sais pas, je le vois pas assez, je m'en rends pas, j'ai pas assez de présence médiatique que je puisse m'en rendre compte. Je vois pas vraiment ce qu'il fait réellement. Par contre, ce qui attirait l'attention des journalistes cette semaine, c'était que Manon Massé quittera bientôt son rôle de porte-parole de Québec solidaire. Donc, c'était la voix féminine de Québec solidaire. Ça veut dire que pour la remplacer, ça va être une femme qui va occuper le rôle, évidemment. Donc, elle va quitter son rôle à l'automne. Ce qu'elle disait, c'est que c'est trop de boulot avec la job de députée et tout ça. Bon, elle est tannée, bref. Je pense que tout le monde peut laisser passer le flambeau à des collègues. Elle a des collègues très compétentes, de toute façon, qui doivent avoir envie de vouloir jouer ce rôle-là. Évidemment, ce qu'elle dit, c'est qu'elle va rester députée, qu'elle va se représenter à la prochaine élection. Donc, par contre, on ne sait pas encore qui va la remplacer. Je pense que il y a 3 autres femmes là, qui pourraient la remplacer. Et encore une fois, là écoute, encore une fois, en toute humilité, j'expose mon biais? Pas mon biais constamment, là, je pense. C'est très drôle d'ailleurs que ça soit ça que tu aies choisi comme mot, mais c'était plutôt mon ignorance, le mot que je cherchais. Marie-Christine a dit ton biais. Si Viviane avait été là, elle l'aurait dit aussi. Là. Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps l'air que ça soit pas mon parti préféré, mais c'est vraiment une pure coïncidence. Donc, mon ignorance fait que je ne sais pas c'est qui pourrait la remplacer. C'est qui? Là, on a Rouba Gazal. Après, il y a Christine Labrie de Sherbrooke. OK. Puis la troisième, ça serait qui? Émilise Lessard-Terrien de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Ben non, elle n'est plus là. Parce qu'ils ne sont pas obligés d'être élus. C'est ça, c'était ça ma question. C'est ça. Dans les statuts, c'est pas obligé d'être une députée. Là. Exact. Ou une. Là. Dans ce cas-ci, ça serait une. Exact. Un peu au même titre que Mégane Perry-Melançon, qui a un rôle au Parti québécois. Si vous vous souvenez, à l'époque où le seul député de QS, c'était Amir Kadir, il y avait une co-porte-parole qui était Françoise David, qui était non élue. Et ensuite, il y a eu des modifications. Il y a eu Andrés Fantesia, qui a été porte-parole, qui n'était pas élu à l'époque. Donc, en fait, 2 porte-paroles élus, c'est relativement nouveau. C'est parce qu'il y a eu Amir puis Françoise qui ont été porte-parole en même temps, mais après ça, c'était plus une tradition là, d'avoir un porte-parole non élu. Donc, Émilie pourrait très bien l'être, même si c'est une ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Puis Alejandra Zaga-Mendez à Verdun, est-ce qu'elle pourrait? Oui, elle pourrait. Assurément. Moi, je ne connais pas ses intentions. Toutefois, elle était présidente du parti avant de devenir députée de Verdun. Moi, je la verrais. Si elle veut se lancer, je lui dis vas-y, fonce. Rouba Gazal a des très bonnes chances. Oui, je pense que... Sa faiblesse, c'est qu'elle est à Montréal et dans Mercier. Oui, je lisais cette analyse-là aussi aujourd'hui, comme quoi que si on veut justement se rapprocher des régions, sortir un petit peu de Montréal, ça nous prendrait une co-chef qui est à l'extérieur. Donc, sinon, mais il y a quand même d'autres membres de l'équipe. On l'a reçu ici aux engagés publics, Rouba Gazal. Allez voir l'entrevue
Oui, écoutez l'entrevue que j'ai eu la chance de faire avec elle, c'était vraiment fascinant, là, c'est vraiment intéressant. Vraiment une chic fille, là, dans le sens où on a rigolé tout le long de l'entrevue. Là. C'était vraiment sympathique. Donc, je vous invite à aller voir ça. D'ailleurs, on a aussi eu dernièrement notre ami Guillaume Clich-Rivard, là, je vous l'ai dit tantôt. Pour un gars qui semble avoir un billet, je suis pas pire quand même, j'ai des invités de là, QS. t'as ta bromance avec Sol aussi, là. Sol qu'on a eu aux engagés publics à peu près quoi, 7 fois? Je pense. La seule personne qu'on a eu plus souvent que Sol, je pense que c'est Pascal Bérubé, qui est en quelque sorte le politicien qui a le plus cru aux engagés publics puis qui nous a pratiquement starté tellement qu'il a été généreux dans nos premiers temps. C'est absolument fabuleux. Donc, mais oui, je pense qu'effectivement, Ruba Gazal part avec une longueur d'avance. Benoît, t'en penses quoi? Ben, moi, je pense que ça va être le fun, ça, cette course-là, de voir de quel bord ça va prendre. Puis, voir. Il y a un danger, par contre, là-dedans pour QS, parce qu'à un moment donné, s'ils veulent sortir de Montréal, comme Marie-Christine disait, là, il va falloir qu'ils parlent au monde normal. Puis ça, faut être honnête, là, ils sont pas bien bons là-dedans. Là. Tu sais, ça fait que. Tu sais, oui, Ruba Gazal, moi je suis d'accord, c'est probablement la plus normale. Ben, en tout cas, il y en a d'autres normales, là, je comprenais. Là, c'est une sorte de boutade. Là, mais ouais, ben c'est ça. Voilà, on est dans mais on en parle souvent aux engagés publics, c'est le monde. Nous autres, on est des bébites. Là. Tu sais, là, nous autres, on suit ça, on connaît le monde, on est là, oui, on les analyse, tout ça. Comme c'est une équipe de hockey. Normal, là, le monde normal fait pas ça. Là. Il regarde aller ça, il dit ouais, OK, il me semble qu'il y a de l'allure, lui. Il me semble qu'il a l'air honnête, lui. Il me semble que je me reconnais dans lui, tu sais. Puis, il me semble que lui, il est pas tout le temps en train de me crier des noms. Tu sais, bon, c'est le genre de réflexion-là que le monde normal va avoir, là. Ils lisent pas les programmes, là. Puis tu penses que QS ne parle pas au monde normal? Pas assez, en tout cas. Ben, on voit, ils parlent, ça fait quand même quelques temps là, qu'ils sont à 18%, mettons, là, on va dire. Là, à peine. 18% plus ou moins 2. Là. Tu sais, là, il fait longtemps qu'ils sont là-dedans. Là. Fait que, ben moi, j'apporterais une petite nuance, je pense, Benoît, parce que je pense que c'est pas nécessairement que QS ne parle pas au monde normal, plutôt que les gens, mettons, vont regarder QS, vont dire, ouais, ils font des bonnes affaires, ils font des bonnes actions, mais est-ce que c'est un parti de gouvernement? Puis je pense que c'est ça qui est à démontrer en ce moment. Fait que mon analyse à moi, ça serait que QS doit aller vers plus de crédibilité, plus de sérieux. Mettons, je pense à la dernière campagne électorale, la taxe orange qui n'était pas bien préparée, les actifs d'1 million qui, finalement, on se rend compte que ça peut monter assez vite. C'était peut-être pas ça qui était ciblé. Donc là, le monde normal est millionnaire. C'est ça qui sont rendus compte. Si t'es propriétaire de ta maison, là, je te dis que ça va vite. T'es quasiment rendu. Là. Une maison, un chalet en actif, là, c'est pas en liquidité que tu as, mais en possession, ça peut monter vite quand même. Là, fait il faut quand même prendre ça en compte. Puis c'est pas parce que tu as une maison qui vaut cher que tu as l'argent pour payer les taxes. En tout cas, c'est délicat à ça. Il faut bien cibler. Il y a du monde au Québec qui ont du cash, puis c'est aberrant. Moi, juste pour l'anecdote, j'ai un de mes amis qui me contait à Montréal du monde qui ont de l'argent, qui oublient qu'ils ont des yachts dans le port de Montréal. Là, ça fait des années qu'ils payent pour l'entretien d'un yacht dans le port de Montréal, puis ils s'en rendent pas compte, puis ça passe dans le budget sans même qu'ils s'en aperçoivent. C'est intéressant comme anecdote, mais c'est ça qui va, sauver le budget du Québec, là? Non, mais c'est un exemple, tu sais. Puis d'augmenter les paliers d'imposition, je pense que c'est une mesure qui pourrait faire assez consensus, là. Tu sais, d'en ajouter beaucoup, là, c'est quelque chose qui est assez souhaitable au final, là, parce que c'est plus progressiste, c'est plus... je pense qu'il faut que ça vienne. Faut que ça vienne avec un vrai... Faut que le monde se rende compte que l'argent qui est dépensé est bien dépensé, qu'il y a un souci d'efficacité puis de rendement dans l'argent qu'on dépense. Puis ça, peut-être qu'il l'a, peut-être qu'il l'a pas, mais l'image que le monde normal, pour reprendre l'expression, a, c'est que le gouvernement, il dépense en innocent, que c'est une grosse balloune, que tout le monde se sert, tout le monde pige là-dedans. Puis, c'est probablement pas ça, mais il y a un truc de relations publiques là, à démontrer que... Continue. Que... C'est ça, là. Denis vient de faire un bruit. Il vient de faire une face. Ouais, là, c'est pas trop. Tu l'as complètement déconcentré. Il va un peu déconcentrer. C'est ça. Il y a un truc de relations publiques sur démontrer que l'argent est bien dépensé. Ben oui, je suis vraiment d'accord avec toi, Benoît, parce que c'est une grosse machine. Puis, en fait. C'est correct que ce soit une grosse machine, là. Je suis pas contre ça, là.
Oui, oui. Mais c'est parce que les fonctionnaires aussi sont comme un peu cachés derrière les normes administratives. Moi, je serais plutôt du genre à dire, tu es en posture d'autorité, on te donne la marge discrétionnaire, mais après, il va y avoir de la reddition de compte. Il faut que tu sois capable de venir la justifier. Mais en même temps, tu as la marge de manœuvre pour prendre en considération le contexte. Là, en ce moment, c'est plus, on essaie de normer tout, de mettre ça bien carré, mais des fois, le contexte, c'est circulaire, triangulaire. Ça ne rentre pas dans la norme qui, elle, est carrée. Ça, des fois, c'est problématique. Je vais être obligé de vous ramener sur le sujet parce qu'on parlait quand même de Manon Massé. Puis j'aimerais profiter de ta connaissance de Québec solidaire, Marie-Christine, pour que tu nous parles un peu de Rouba Gazal puis de Christine Labrie. Ça serait quoi les caractéristiques là, qui fait que l'une versus l'autre serait bonne. Pas nécessairement en comparaison, mais savoir c'est quoi les forces de chacune des deux candidates. Christine Labrie, c'est une personne très rigoureuse, très intelligente. Elle a le cœur sur la main, des belles valeurs. Je pense qu'elle gagne à être davantage connue du grand public parce qu'elle est connue des bébites politiques, comme dirait Benoît, mais peut-être un peu moins de monsieur, madame, tout le monde. Donc, clairement, c'est une femme d'envergure, d'ambition, ministrable, qui a tout ce qu'il faut pour être une leader, mais maintenant, elle doit sortir un peu de son terreau habituel, je dirais. Rouba Gazal a beaucoup, beaucoup de potentiel. Moi, je pense que si QS décide d'être sérieux sur la question de l'indépendance, Rouba Gazal a tout pour incarner la vision indépendantiste de QS, une vision affirmée. Bon, c'est sûr que Rouba l'a dit récemment, là, ça a fait bien jaser dans le milieu indépendantiste qu'elle appuierait le NPD. Ça, c'était peut-être une erreur là, de sa part, parce qu'elle était en train de se mettre un peu en scène comme étant l'enfant de la loi 101, issu des minorités visibles, mais qui incarne ce projet-là indépendantiste, qui s'approprie ce projet-là et qui le fait sien. Et moi, je pense que si elle est sérieuse dans sa volonté d'aller comme co-porte-parole, c'est ça qui la démarquerait. Elle pourrait aller ratisser en dehors des cercles réguliers de QS et attirer un électorat indépendantiste qui est plutôt orphelin en ce moment, qui n'est pas tout à fait convaincu par le Parti québécois, qui certes s'assume, mais des fois est plutôt en mode défensif. Moi, je connais beaucoup de personnes qui souhaiteraient qu'on soit plutôt en mode... on incarne ce qu'on veut être. Là. On est en mode offensif plutôt que défensif. Donc, il y a de l'espace pour ça, pour QS, si QS décide de se positionner comme ça. Fait que moi, c'est un peu ça que je vois en ce moment. Rouba Gazal aussi, qui est, je pense, quand même assez proche du milieu des arts. Là. Sous toute réserve, je pense qu'elle a quand même des bons contacts dans le milieu. Ça aussi, c'est une force qui l'avantage. Rouba, qui est une femme très intelligente, très brillante, éloquente, charismatique. Christine Labrie aussi, c'est une femme qui a beaucoup de charisme. Donc, les deux sont bien positionnés, mais après ça, sur quoi ils vont faire campagne, c'est ça qui les démarquerait. Si on le regarde sous un aspect un peu plus tactique, un peu plus politique, laquelle des deux a le plus grand nombre d'appuis actuellement au sein du parti, tu penses? C'est ça. Moi, c'est vraiment selon ta lecture, mais Benoît, même toi, tu... Ouais. C'est un point important, ça, justement. C'est ça, laquelle qui va pouvoir être élue par le parti, parce que c'est pas moi qui va voter. Là. C'est ça. C'est en ce moment, j'imagine que ça a déjà commencé à travailler dans les coulisses. Donc, selon toi, qui a un pas d'avance? Écoute, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai de la misère à évaluer. Dans les dernières années, j'étais un peu moins active. En fait, pas mal moins active, voire pas active à l'interne. Fait que c'est difficile pour moi d'évaluer à ce jour, à l'interne, qui a le meilleur appui. Mais si je m'avancerais à faire une prévision de Nostradamus, je dirais que Rouba Gazal a peut-être le meilleur potentiel de croissance à l'extérieur des partis pour faire des nouveaux membres, pour voter pour elle, pour la course au porte-parole. Sauf que... Ce serait mon analyse. C'est intéressant ce que tu dis. Toi, je comprends bien. Tu nous dis c'est elle qui a peut-être le meilleur potentiel pour faire des gains à l'extérieur, mais c'est pas
j'ai l'impression qu'à Québec solidaire, chez les militants, c'est pas une notion, la stratégie qui leur semble vraiment leur tenir à cœur et être importante. On y va plus avec son ressenti, avec son désir, avec ce que l'on veut, plus que ce que l'on pense qui pourrait nous faire gagner. On l'a vu à plusieurs reprises. On souhaite souvent avoir raison. Benoît, est-ce que tu penses que c'est un élément qui peut être pris en... Elle pourrait se faire jouer un tour là, par les militants dans un contexte où, justement, au lieu de dire « Oh, elle nous offre un beau potentiel stratégique, on va voter pour elle », au lieu de ça, vont simplement, justement, y aller de nous surprendre complètement puis y aller vers Christine Labrie pour des raisons complètement différentes qu'on n'attend pas. Ça, c'est déjà vu. C'est ça que je voulais dire quand je disais que ça va être intéressant. Là, ça va être de voir comment le parti va gérer ça, comment les différents... comment ils appellent ça? Pas les regroupements, comment ils appellent ça? Différents tactiques? Non, mais ils ont des groupes. Des comités. Les cocos? Les comités, comment ils appellent ça? En tout cas, comment chacun de ces comités-là va... qui vont appuyer, ça va être quoi leur position, le collectif antiraciste. C'est ça, par exemple. Les collectifs à l'intérieur de QS. Là, il y en a plein. Il y en a plein, c'est ça. Puis, théoriquement, ça devrait servir Ruba Gazal. C'est une femme issue de la minorité. Celui-là, peut-être. Mais moi, c'est celui-là qui m'est venu en tête, c'est pour ça que je l'ai nommé, mais c'était pas celui-là nécessairement. Des collectifs, il y en a... Ouais. Il y en a vraiment beaucoup. Mais tu vois, c'est ça, c'est pas si évident. Ça va dépendre du travail. En fait, ça va dépendre des équipes autour des candidats. Par exemple, Ruba Gazal, un des avantages, c'est qu'elle est à Montréal, dans Mercier. Mais si elle s'entoure de conseillers politiques qui sont à l'extérieur de Montréal, qui apportent une perspective qui n'est pas montréalocentriste, et là, ça peut être intéressant parce qu'elle peut aller mobiliser plus large, même à l'interne. Ruba, quand même, a apporté le dossier de l'environnement, elle a apporté le dossier de la langue française. Donc, puis c'est une femme issue de la minorité, c'est intéressant. Christine Labrie, elle a été leader parlementaire, elle a fait une bonne job, également pour la question de la justice sociale également. Est-ce que Christine Labrie va être capable de faire des liens à Montréal, là où que QS est surtout là? Il y a beaucoup de militants qui vont pouvoir voter qui sont à Montréal. Est-ce qu'elle va s'entourer de Montréalais pour pouvoir aller rechercher ces appuis-là? Ce sont des équations qu'on n'a pas en ce moment qui vont influencer dans la course. Là, tu dis amener du monde ailleurs qu'à Montréal. Et là, je vais lancer une affaire là, qui est un peu énorme, puis j'en suis conscient. Mais est-ce que QS veut vraiment être autre chose que montréalocentrisme? Tu sais, c'est une vraie question, ça. Ça, on va te laisser à ton billet, Benoît. Mon billet, ouais, OK, peut-être que c'est mon billet, c'est bon. Vous avez raison. Non, c'est une blague pour pouvoir faire une transition. Mais oui, il y a peut-être un petit peu de biais dans ce commentaire-là. Donc, c'est ça fait 1 heure qu'on est en onde. Maintenant, on pourrait peut-être faire un petit saut du côté fédéral parce qu'on a justement... d'ailleurs, vous êtes deux impliqués sur la scène fédérale. Après tout le débat là, autour de la loi C-13, là, on peut dire qu'il y a eu une annonce intéressante dernièrement là, pour la langue française au Canada. La loi qui vise à freiner le déclin du français dans le pays a été adoptée avec un soutien écrasant. Seul un député a voté contre. Moi, là, j'ai pas poussé mes recherches, je me suis dit, je vais demander à Marie-Christine, elle va me le dire, c'est qui? Anthony Housefather. Voilà, je savais que ça n'a pas été là. De Montréal. Ah ouais, attends, on va en parler, c'est trop intéressant. Donc, seul un député a voté contre et une poignée d'autres ont décidé de ne pas voter du tout. Encore une fois, quand vient le temps, là, les responsabilités, quand on n'a pas le goût de se mettre entre l'arbre et l'écorce ou entre le marteau et l'enclume, on disparaît. C'est ça ma question, c'est qui eux autres? C'est qui eux autres? C'est clair. Parle-nous là, d'Anthony. C'est qui le beau Anthony là, qui a voté contre? Pourquoi il a voté contre? Il s'est-tu expliqué? Ça doit être parce que ça allait pas assez loin. C'est ça, c'est parce que ça défendait pas assez le français. Ça doit être ça. Son électorat local, peut-être? Genre à défendre les minorités anglophones qui, selon lui, sont injustement traitées. Minorités anglophones au Canada? OK, au Québec. OK, ouais, excuse. Donc, selon lui, les minorités anglophones sont oubliées, sont maltraitées, puis toutes les références à la Charte de la langue française, c'est absolument inacceptable. Reform Party. Voilà, donc c'est... En tout cas, je pense qu'on n'accordera pas trop d'importance parce que c'est très, très une minorité, mais tu sais, le projet... Moi, j'aurais envie de revenir sur le projet de loi en tant que tel. Ah oui, OK, c'est une bonne étape, là, OK, on va le prendre, mais on n'a pas inversé la tendance, là, avec ce projet de loi-là. On a peut-être un peu stoppé l'hémorragie, mais...
c'est à court terme, là, avec ça. Le Québec va quand même... le français va continuer de disparaître peu à peu. On est encore la grenouille dans l'eau chaude là, qui ne se rend pas compte que la température augmente. Benoît? Bien ça, peut-être que Marie-Christine va pouvoir nous éclairer plus là-dessus, mais moi, ce que j'avais lu, c'est que ça permettrait la promotion de l'anglais au Québec aussi, là. Parce que... oui, il reste ce volet-là. Ben, voyons, c'est que c'est pas juste le français au Canada, c'est les ça n'a pas minorités... empêché le Bloc de voter pour, ça? Non, parce que, comme elle dit, là, tu sais, on peut pas mais être le d'accord Bloc, à 100%. par principe, il y a eu des... Tu sais, c'est pas un dossier que j'ai travaillé de près, là, fait que je peux pas donner dans le détail. Là, je te mets on the spot, là, hein? Le Bloc, la posture, c'était justement, il y a eu des avancées, donc par principe, on va voter pour, mais c'est encore trop insuffisant. Puis Mario Beaulieu a fait un bon travail là-dessus, justement, de dire, écoutez, c'est pas suffisant. Puis il a fallu qu'il se batte, Mario Beaulieu, là, ça a joué rough d'un coin, là, dans ce dossier-là, là, en comité, là, ça a été toute une histoire. Anthony Osfader, puis Marc Garneau également, qui est allé d'une tirade contre que c'était donc bien injuste. C'est-tu un des absents? Hein? Est-ce que par hasard, Marc Garneau aurait été l'un des absents? Très possible. Ça, c'est très possible. J'ai fait une petite recherche pour les trouver, les absents. Là. J'ai pris 5 minutes, puis je les ai pas trouvés. Ah ouais, hein, J'aurais aimé ça, trouver ça. Ça doit se trouver à quelque part, mais je ne l'ai pas trouvé. Parce que c'est eux autres, là, les vrais. Là. Monsieur Housefather, malgré qu'on soit on lui a un petit peu tiré la pipe, lui, au moins, il a eu le courage de ses convictions. Là. Les autres qui sont restés chez... un électorat aussi. Non, mais il a représenté son électorat. C'est ça, voilà. Bon, les autres qui se sont cachés dans les corridors, là, eux autres, il me semble que j'aimerais ça aussi savoir c'est qui, ces gens-là. Ils ont décidé de ne pas voter du tout. Hey, merci beaucoup de vous être joints à moi comme ça, qu'on se soit réunis. Voulais-tu ajouter un truc, Marie-Christine? J'ai comme vu lever le doigt. Non. OK, c'est beau, tu faisais salut. Je vous remercie de vous être joints à moi en ce mercredi après-midi. C'est pas nécessairement... l'après-midi, tu sais, je dis là, il est 20h37, mais en tout cas. Parce que j'ai fait une sieste. De vous être joints aux engagés publics ce soir. Merci aux auditeurs. Ça a été tranquille. Écoutez, on n'est pas souvent en ligne. Fait que c'est de même une fois par mois, puis on décide le jour même. Hey, on en fait un. Fait que c'était notre épisode où on s'est réunis comme ça pour parler d'actualité politique. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify. On est sur SoundCloud, on est sur YouTube, Facebook. Donc, les plateformes sont nombreuses. Vous pouvez nous écouter autant à l'audio qu'à la vidéo. Merci à tous nos Patreons. Hein. C'est vraiment très, très apprécié. Je suis excessivement, carrément ému de voir là, que des gens prennent la peine de venir de s'impliquer comme ça, laisser une petite somme pour que les engagés publics puissent continuer leur projet comme ça. C'est très, très apprécié. Donc, j'en prends. Évidemment, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a un Patreon. On a aussi une boutique. On a toutes sortes de patentes. Donc, suivez-nous. Puis surtout, allez voir toutes nos anciennes entrevues. Ça fait 4 ans que les engagés publics font des entrevues, se réunissent pour parler politique. Donc, vous avez beaucoup de contenu à écouter dans ce contexte-là si vous aimez ce que vous entendez. C'est Denis Martel qui est au micro. Merci beaucoup, Benoît Tardy. Merci, Denis. Merci beaucoup, Marie-Christine Lamontagne. Merci, Denis. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode. Et encore une fois, c'est ça. Merci d'avoir été à l'écoute.